Un roi écervelé prêt à tout pour éradiquer la magie et une ado de 17 ans qui doit sauver sa communauté. Pour ce nouvel épisode de Despoils, on a lu De sang et de rage et je vous confirme que le titre n'est pas mensonger. 1. Il y a énormément de morts et 2. J'ai eu le seum plus d'une fois en lisant ce roman. Pour débriefer De sang et de rage de Tomi Adeyemi ce soir, je suis accompagnée de Catherine, hello, Hey. de Blandine Hello. et de Diane que le roman a mis en échec et mat. Hello, Diane. Coucou. Avant de parler un peu plus de l'intrigue, les filles, si vous deviez me résumer De sang et de rage en 2-3 mots-clés, qu'est-ce que vous me diriez ? Catherine, je te laisse commencer pour ton premier mot-clé. Mon premier mot-clé m'est venu parce qu'on a discuté un petit peu avant et c'est oubliable. Parce que si je n'avais pas noté quelque chose, j'aurais oublié ce livre. Ok, ambiance. Moi, je vais dire magie, parce que quand même, il y a de la magie dedans. C'est un peu un des C'est thèmes vrai. centraux, d'ailleurs. Animaux fantastiques. Apparemment, il y en a à l'intérieur, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Effectivement. Ok, donc on est là pour shade le livre. Moi, je vais partir sur un truc simple, quête. Eh ben, j'avais mis quête aussi. Ah ben voilà, tant pis pour toi. Alors, on va dire aventure. Ouais. Moi, je dirais artefact. Diane, c'était ton seul mot-clé ? Attends, je dirais royauté. Quelqu'un l'a déjà dit? Non. Non, personne n'a dit. Voilà. Après, je dirais discrimination. Moi, j'avais absence de description. Absence de... Catherine, peux-tu laisser une chance à ce livre? On n'a même pas encore commencé. Ça m'a beaucoup trop marqué, je pouvais pas ne pas le mettre. Ok. Oh, je vois que tu as des choses à dire. Tu as des comptes à rendre, ok. Du coup, mon dernier mot-clé, moi, ce serait relation entre frères et sœurs. Relation fraternelle. Alors, pour replacer un peu le contexte et que les auditeurs puissent comprendre de quoi parle De sang et de rage s'ils ne l'ont pas lu, je vous propose de résumer les 6 premiers chapitres. Je sais que Catherine t'a fait un beau résumé, etc. Et je te propose de nous le lire un petit peu. Et s'il faut, on complète. Alors, beau résumé, j'irai pas jusque-là parce que c'est des notes par-ci par-là. Mais en tout cas, j'ai fait quelque chose. Ok, on t'écoute. Eh bien, dans De sang et de rage, on suit Zélie, qui est la principale narratrice, puisque c'est elle qui va raconter la plupart du temps les chapitres. D'ailleurs, les 2 premiers chapitres, c'est elle. Et dans le premier chapitre, justement, on va la découvrir dans une sorte d'atelier de couture, mais pas en train de coudre, plutôt en train de combattre et d'apprendre les combats au bâton. Moyen de se défendre, appris par une certaine Mama Agba, qui n'apparaît pas beaucoup, mais qui apparaît. Non, alors qu'elle a l'air super intéressante, j'aurais bien voulu avoir plus d'informations sur son personnage. Surtout que l'histoire justement qu'elle raconte, l'histoire des magies au tout début dans ce chapitre 1, c'est absolument passionnant. Elle fait la morale à Zélie, elle est à fond. Mon petit inconvénient avec Mama Agba, j'ai quand même remarqué pas mal de favoritisme envers Zélie, parce qu'il n'y a qu'à elle qu'elle donne un bâton, par exemple, un bâton en fer. C'est bon, voilà, Zélie chouchoute. Et pourtant, juste avant, elle a failli se faire plus qu'engueuler par les gardes, beaucoup plus. On sent tout de suite la discrimination, par contre. Là, dès le premier chapitre, on est en plein dedans. C'est les gardes, les devins qui sont tout en bas, mais vraiment tout en bas de l'échelle. Tu vois la grosse différence entre les 2 castes. Ouais, parce que les devins, du coup, ce sont les enfants des magies, donc les personnes qui ont de la magie, c'est bien trouvé comme mot magie. Mais oui, et du coup, les magies sont ceux qui sont les sorciers, je sais pas comment on peut les appeler, et les devins, ce sont leurs enfants. Mais eux n'ont pas encore de pouvoir magique, mais ils sont discriminés. Et il ne reste malheureusement que les devins, les magies ayant tous été tués. Exterminés par ce cher bon roi Saran. Et c'est sur ces joyeuses paroles qu'arrive Tsein, le grand frère, je crois que c'est le grand frère de Zélie. Oui, c'est son grand frère. En tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations en plus de ça. Il a l'air assez grand en taille, mais c'est tout ce que je peux dire. Un peu de shade.
Bon, j'adore ce personnage, mais voilà. Et du coup, il arrive et il s'avère que leur père a un problème. Un gros problème, parce que quand ils arrivent sur place, il est en train de se noyer. Ça n'a pas l'air très joyeux. Donc, Effectivement. Ça n'a pas l'air très joyeux. T'es sérieuse, Catherine? Ok. c'est un résumé. J'essaye d'en dire à la fois le moins possible et pas trop. D'accord. Non, mais c'est vrai, ça avait pas l'air sympa quand il se noyait. Il avait l'air en souffrance, oui. Ouais. Donc Tsane le sauve. Et il s'avère qu'en fait, si leur père se noyait, c'est parce que les gardes sont passés juste avant pour dire les taxes, l'argent, vous avez une devin chez vous, donc vous devez payer parce que vous êtes pauvre. Et du coup, comme vous êtes pauvre, vous devez payer les riches. Et oui, la logique. La joie de la discrimination. Aux joies au bonheur. J'adore. Donc il avait essayé d'aller chercher de l'argent là où il pouvait en pêchant. Ça s'est un peu retourné contre lui. Mais Zélie a la réponse à tout. Zélie, elle sait qu'il y a un poisson qui vaut de l'or juste dans leur bassine à côté. Donc elle propose d'aller en ville, dans la grosse capitale juste à côté, Lagos, pour pouvoir vendre ce poisson au meilleur prix. Excuse-moi, mais comment elle sait que le poisson il vaut plus cher? Ouais, pourquoi tu Je sais tues pas. les... Ça, je sais pas. Mais Non, c'est je juste pense que qu'elle c'est a un dit qu'il poisson était rare, non? cher. Et voilà. Ouais, c'est un poisson Je rare, pense que c'est un poisson rare. Ouais. En tout cas, dans le chapitre 4, justement, quand ils sont en ville, on apprend que le poisson n'est mangé que par le roi et sa famille, et il est interdit de le vendre. C'est pas pour autant qu'elle le vend pas. Après, on se demande pourquoi elle a des problèmes. C'est ça. Mais pourtant, les problèmes n'arrivent pas à cause d'elle. C'est là Pour une fois. qu'arrive l'autre personnage, un autre personnage narrateur, Amari, qui est la fille du roi. Et on voit tout de suite la tension avec la maman. Parce que la reine, Amari, c'est pas du tout sa chouchoute. Non. Et elle aimerait bien, la maman, que Amari ressemble un petit peu plus à une dame, à quelqu'un que s'habille bien, à quelqu'un qui cherche un mari, quelqu'un qui écoute ce qu'on lui dit. Ce qui est ouf, c'est que sa mère la préfère à une personne qui n'est même pas son autre fille, en fait. Genre, c'est la seule fille de la famille et c'est même pas la préférée. C'est Moi, ça. c'est ça qui m'a tuée. Et par contre, le prince, lui, il est mais sur un tapis d'argent. C'est Tout le tout monde est l'aime. parfait autour de lui, tout est bien, c'est le chouchou. Il a tout ce qu'il veut, quoi. Mais Ouais, alors je elle, confirme. Elle, si on pouvait la cacher, oh, c'est ça. ça m'a fait trop de la peine. Et d'ailleurs, en essayant de trouver un petit peu de réconfort auprès de sa dame de compagnie, sa servante, Amari va découvrir qu'elle n'a plus de servante attitrée parce que son papa, ce cher roi, a dit « Moi, je veux cette devin, j'ai besoin d'elle. » Amari va donc quitter la fête parce qu'elle s'ennuie un petit peu sans sa meilleure amie. De toute façon, personne veut d'elle. C'est ça. La pauvre. Elle me fait de la peine, hein? Vu comment vous Un la peu. décrivez là. Mais c'est trop ça, en plus. Mais elle fait Vraiment, beaucoup tu de sens peine, en que... fait, Amari. Ouais. Elle est Elle cherche très sa place. attachante, mais elle fait beaucoup de peine. Et du coup, en cherchant sa servante, elle se dit, comme c'est son père qui l'a réquisitionnée, elle devrait bien la trouver dans la salle du trône. Ou en tout cas, elle devrait trouver son père pour essayer de récupérer sa servante. Et quand elle y arrive, heureusement qu'elle ne rentre pas, puisqu'elle va voir la mort, justement, de cette servante, juste après que celle-ci ait récupéré ses pouvoirs. C'est plutôt étrange dans un monde sans magie. Wow. Tintin. Du coup, la servante étant morte, Amari est bouleversée. Vraiment, forcément, c'était sa meilleure amie, elle est touchée au plus profond. Et après avoir vu sa meilleure amie mourir, elle va fuir autant que possible ce lieu. Sauf que elle va croiser, par le plus grand des hasards, le garde qui ramène l'artefact qui a rendu ses pouvoirs à sa meilleure amie, juste avant qu'elle se fasse tuer. C'est plutôt intriguant quand même. Alors elle va suivre le garde et quand il est parti, elle va rentrer dans la pièce où il a laissé l'artefact, le prendre
prendre en même temps le manteau de son père, parce que quitte à partir, autant être bien habillée. Et elle se casse. C'est là qu'elle va découvrir Zélie, qui vient juste de vendre son joli petit poisson. Elle a gagné beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup de chance pour elle, parce que du coup, les gardes arrivent. Une princesse en fuite, ça fait du bruit. Et il ne lui reste plus qu'à s'enfuir. Et c'est là qu'Amari, Zélie, elle a sûrement l'air plutôt protectrice, ou en tout cas Elle a une plus bonne tête, attirante quoi. que quelqu'un d'autre. Parce qu'Amari va tout de suite arriver vers elle, dit « Tu peux m'aider, s'il te plaît ?» Attends. Attends, ok, d'accord. Du coup, c'était la seule qui pouvait l'aider. Et c'est une intuition qui l'a guidée vers... Non, bon. Mais je sais pas, elle avait une Alors, belle tête, Zélie, Vraiment, tu oui. vois. ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est de l'intuition, mais en tout cas, comme par hasard, elle prend la personne qui a les cheveux blancs, signe typique des devins, signe typique qui fait que les gens sont discriminés. Mhm. Donc en fait, elle va droit vers la personne qui va attirer les gardes pour lui dire « Dis, moi je fuis les gardes. Comment on Ça te dirait fait de pour ne m'aider? pas attirer les gardes ?» Catherine, t'es trop drôle, je t'assure. Ça a Non, mais l'air con. ça n'a pas beaucoup de sens en fait, mais C'est c'est clair. comme ça. Heureusement, Zélie est plutôt gentille et assez badass, et elles vont réussir à fuir les gardes après un petit échauffouré avec les gardes et le capitaine qui n'est d'autre que Inan, dernier personnage narrateur du livre, qui est aussi le prince et le frère d'Amari. Alors, encore une fois, j'ai pas compris s'il était frère jumeau, grand frère ou petit frère. Non, Faut c'est pas son trop grand demander. frère. Ah, c'est Ah le- oui, mais ils prenaient quand même les bains ensemble. Ils étaient ensemble tout le temps, quoi. Oui, bon, Ah, Claire. j'ai pas dit que leur relation était super saine. J'ai dit que c'était son grand frère. Donc il y a des problèmes en fait de relation fraternelle. C'est quoi ces histoires bizarres? Ah oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc du coup, Zélie, Amari et Tsein, qui Ah. les attendaient à l'extérieur, réussissent à fuir les gardes après avoir foutu un petit peu le feu à la ville, mais ça n'a pas l'air trop grave parce que c'est très vite oublié. On n'en parle plus après. De toute façon, ils sont plus dans la ville, donc qu'elle les brûlée ou pas, j'ai envie de te dire, c'est plus leur problème. Non, mais en vrai, enfin, là, on va pas plus résumer parce que je pense que sinon on va commencer à spoiler. Et en vrai, on a Oui. vraiment le gros de l'histoire. Après Bah, ça, là, en ils tout vont cas, on juste arrive au fuir, quoi. chapitre 6, donc on avait dit qu'on s'arrêtait là niveau résumé. Si on continue après ça, en fait, ils vont juste essayer de fuir les gardes, fuir Inan, du coup, le prince et le frère de Amari. Et puis c'est tout. Après, il faut lire le livre pour en savoir plus. Du coup, ouais, on a le point de vue de Inan, donc ça permet d'avoir aussi le point de vue de Zélie, qui est discriminée puisque elle est devin. Amari, qui découvre la discrimination, donc on a son point de vue aussi. Et Inan, qui lui est à fond du côté du roi, à fond côté haha, je les aime pas ceux-là, ils ont les cheveux blancs. On va tous les tuer. C'est trop son point de vue en plus. Et après, il y a un point de vue qu'on n'a pas, c'est le point de vue de Tsein, du coup le grand frère de Zélie. Ce que je trouve super dommage parce qu'on a 4 personnages dans l'histoire et on a le point de vue de 3 personnages. Donc en fait, pourquoi on a créé un 4e personnage? J'ai pas compris. Ça, c'est le premier truc. J'étais en mode, mais why? Enfin, si. En plus, Zen, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est le personnage le plus intéressant. C'est celui qui a des stratégies, des points de vue. Enfin, t'as envie de savoir ce qui se passe dans son cerveau pour comprendre sa stratégie de survie, en fait. Et finalement, on est là et on est en mode... Peut-être qu'ils vont vous donner son avis, son point de vue dans le tome 2. Tu sais, où ils vont inverser et ils vont... Non, moi je pense vraiment qu'on considère que son personnage n'est pas important. Et pourtant, il est super important et il apporte des points de vue justement à des moments où c'est super intéressant. Grave, il a des répliques pertinentes, mais j'ai l'impression que l'autrice elle est en mode Zane. Globalement, c'est un personnage assez réfléchi en plus.
Bah oui, Sur mais je toutes pense que c'est pour ça qu'elle ses... l'aime pas. Ouais, sur toutes ses décisions, etc. Il réfléchit toujours à ce qu'il va faire et pourquoi. Et il essaye aussi de critiquer aussi les comportements de sa sœur, notamment. Ouais. Et Et il a vu que sa souvent sœur, c'est le raison. personnage principal. Oui, il a toujours raison même, la plupart Oui, du temps. Il y Oui, a c'est ça. qu'une seule fois, mais je pourrais pas spoiler, mais il y a qu'une seule fois, je me suis dit: «Oh, il abuse». Il a eu une petite embrouille entre sa sœur et lui et je me suis dit: «Bon, là, il va trop loin. Là, il y a des limites quand C'est même à vrai, ne pas c'est dépasser». vrai. oui. Mais à part ça, en soi, il avait toujours raison, en fait. Et on n'a pas son point de vue. J'étais en mode: «Mais pourquoi?» Ouais, ça aurait été super intéressant pourtant. Est-ce que quelqu'un Après, lira le tome 2 pour découvrir si on a son point de vue dans le tome 2? je Eh ne me bien, sacrifie j'ai pas. le tome 2 chez moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai feuilleté un petit peu parce que ça m'intriguait aussi et je n'ai Ouais. pas croisé son point de vue. Ah, Ah voilà. dommage. Pas une seule fois. Ouais, donc ça confirme ma théorie qui dit que l'autrice considère qu'il est pas important. Oui. Mm. Ouais. Ouais, enfin, je pense qu'il est trop terre à terre. Elle s'est dit: «Non, il est trop mature ce gars, c'est un young adulte, on veut des personnes à considérer donc non, pas toi. Au revoir». Le pauvre. Ouais, je pense que c'est trop ça. Discriminer dans un livre contre la discrimination, c'est dur. Il y a Diane qui ne parle pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais Diane, elle ne parle pas beaucoup parce qu'elle n'a pas lu le livre. Elle était supposée le lire avec nous, Ouais. mais madame n'a lu que quelques pages et l'a mis sur le côté. Honnêtement, j'ai lu, je pense, une dizaine de pages. Et après, j'ai eu la flemme de continuer. Et après, j'ai plus le temps de remettre le nez dedans. En plus, avec tous les avis bizarres que j'avais eus par rapport à ce bouquin-là, je me disais, oh, je risque de perdre mon temps et tout, je sais pas. Enfin bref, c'est un Du peu. coup, histoire de pas le perdre, t'as dit je le lis pas. Voilà. Mais je sais Tu pas, en l'as. fait, j'essaie de voir Ouais. si vos avis vont peut-être me donner envie de le lire là. Enfin, on verra bien. Maybe, maybe. Du coup, tu nous as préparé quelques questions. Oui, j'ai quelques questions Ah, concernant quelques passages, enfin pas les passages en soi-même, hein, mais l'impression que j'ai globalement du livre. J'aimerais bien la confronter avec vous pour voir si je me suis trompée ou pas du tout. Enfin, on verra bien. ben vas-y, on t'écoute. Hein. Ah, on y va là? Ben vas-y, Oh on est là my, pour ça. on est là pour ça, ok. Non, mais en fait, en vrai, moi je suis une personne qui adore les héroïnes badass en Mm. général. Du coup, en fait, quand j'avais lu le quatrième de couverture, je sentais un peu l'ambiance héroïne, un peu casse-cou, badass et tout ça. Et je me demandais en vrai, est-ce que c'est une vraie badass ou c'est genre une qui se prend pour une badass mais qui ne l'est pas vraiment? Eh ben, moi, je trouve que déjà, dans le chapitre 5, il y a une citation qui fait que je place Zélie dans le côté badass héroïne. C'était, Ouais. elle disait, alors plus exactement, Amari lui demandait « Est-ce que tu peux m'aider ?» Et Zélie lui répond « Je ne peux pas ». Et dans sa tête, il se passe un autre truc. C'est « Mais tout en disant ces mots, je me prépare à combattre. Les salauds. Même si je ne peux pas l'aider, je dois le faire. » Ok, ça Ouais. c'est un peu une attitude badass. C'est plutôt, ouais, plutôt J'avoue, c'est badass. ouais, Ouais. c'est assez badass. Mais je trouve que ça résume bien, enfin, cette partie résume bien son caractère, en fait. Où il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas envie de faire, mais elle se sent obligée de le faire, que ce soit par loyauté pour sa famille ou par loyauté envers sa communauté, envers les magies, les devins, etc. Elle a toujours envie, en fait, de faire, d'agir correctement et de faire en sorte en fait que sa communauté, sa famille soient en sécurité et qu'on arrête de les discriminer. Donc du coup, elle va prendre des choix, elle va prendre des décisions en fonction de ça. Donc par rapport à ça, moi je trouve que ça la rend badass ou en tout cas ça lui donne un peu de courage. Je sais pas si D'accord. tu vois ce que je veux dire. Ok. Par contre, je trouve qu'elle est également énormément têtue. Par exemple, c'est vrai qu'elle a des convictions, elle se bat pour ses convictions, mais il y a la scène tout au début où les gardes arrivent pour récupérer les impôts, etc. Et en fait, elle sait que les gardes, enfin, ils sont clairement supérieurs à elle, que ce soit le statut hiérarchique ou que ce soit même pas de la force. Clairement, on les décrit comme ayant un gabarit assez imposant. Et elle est là avec son petit corps, tu vois, et elle va commencer à leur répondre, elle va vouloir parler fort devant eux, alors que en fait, s'ils veulent, ils te mettent un coup, tu meurs. Donc, pourquoi tu parles? Tu vois? Mais du coup, elle compte sur quoi en fait pour avoir ce culot-là ou cette audace-là en fait? Bah, en fait, c'est du courage ou de la témérité, je sais pas trop. Parce que le courage, c'est quand tu sais un peu mesurer, genre, le risque
et ce que tu as gagné à côté. Alors que là, clairement, elle avait tout à perdre. La preuve, ils sont partis aller noyer son père, tu vois. Donc, je suis pas sûre que ce soit vraiment du Mais c'est pas courage. drôle, on rigole à des trucs dramatiques quand même. On n'est pas sérieux. Mais c'est vrai que Ah des non, fois, mais elle se croit un petit peu la tout permis et tu te dis, mais meuf, t'as quand même grandi comme quelqu'un de ultra discriminé. ouais. Comment ça se fait que d'un coup, mais vraiment d'un coup, tu te crois tout permis comme ça? Je comprends pas trop d'où ça vient. Mais ça la rend un peu agaçante quand même. Enfin, Mm. des fois, elle fait des choses un peu irréfléchies et franchement, tu te dis non, mais ça aidera personne en fait, déjà. Donc arrête. Et du coup, moi, ça m'agaçait. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez agaçante. Et bon, je vais revenir sur la romance parce que je déteste les romances. Et je trouve que, encore une fois, ça c'est comme dans L'année de grâce, c'est que on nous présente un personnage que je trouve du coup assez badass, comme on dit depuis tout à l'heure, qui est un peu têtu, qui est super chiante et tout, mais voilà, qui a son caractère et qui a des convictions vraiment tout au long du roman. Et quand la romance entre en jeu, tu vois, j'ai l'impression que toutes ces convictions, elle les oublie. Juste parce que, voilà, il y a un beau gars, tu vois, et que voilà, ses hormones lui jouent des tours. Alors Mm. que, je sais pas, tu avais des convictions, tu es là, tu te bats pour ta communauté, tu te bats pour qu'il y ait plus de discrimination. Et il suffit qu'il y ait un beau gars qui passe devant toi pour que tu oublies tout. Et ça, c'est. Moi, c'est surtout sur ce point-là que je l'ai trouvé ultra chiante, parce que je me suis dit, mais ok, t'es une ado, mais bon, quand même, là, t'as un peu le poids du monde sur tes épaules, donc sois un petit peu plus mature. Ouais, je suis Tu assez sais d'accord que, sur la romance. tu sais que j'ai parfois l'impression que les héroïnes, enfin, il y a un certain stéréotype d'héroïnes en fait elles font ce qu'elles veulent, elles sont chiantes, agaçantes, et elles ont l'air de pouvoir se sortir de toutes les situations alors que elles n'ont clairement ni la force ni le pouvoir. Enfin, elles ne sont pas aussi puissantes que ça. Mais j'ai l'impression que vu que l'auteur il sait que c'est l'héroïne et qu'il va jamais la tuer, il se permet un peu n'importe quoi. J'ai l'impression dans les largesses que peut prendre l'héroïne, la badass en question, pour défendre ses Mm, amis, alors qu'elle n'a pas ce genre de pouvoir, tu vois, clairement. Je ouais. je sais pas si vous avez Ouais. ressenti ça par rapport à votre héroïne principale, vous. Là, pour le coup, quand même, elle a un pouvoir qu'elle apprend à maîtriser. Donc, tu vois également la construction du personnage du point de vue, entre guillemets, physique ou magique, je sais pas comment le dire. Donc, tu vois, il y a quand même une évolution de ce côté-là, ce qui est bien. D'accord. Mais après, je te rejoins quand même sur ces héroïnes qu'on présente comme badass, mais qui n'ont pas les épaules, Ouais. sur la littérature young adulte de manière générale. On essaie de nous faire croire tout et n'importe quoi. Bah, du coup, Bah, l'avantage, c'est que Amari à côté, bah, ouais. elle est pas badass à souhait. Au contraire, elle va plus être à ne pas trop supporter l'émotion. Ouais, vraiment, elle est maîtrisée par ses émotions Elle est vite et elle peut dépassée. perdre ses moyens totalement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, il y a un certain équilibre entre les deux personnages féminins. Ok. Mais je pense que Ah, j'aurais bien aimé le personnage de la princesse, en fait. Enfin, oui, de la princesse. Comment elle s'appelle? ou Amari, c'est ça? à Amari. Marie. Ouais, Mais Amari. elle est un peu gnangnan hein, quand même. Ah, elle Un est peu mignonne. trop, ouais, parfois. Ouais, elle est un peu gnangnan. Mais tu sais, c'est le genre à qui t'as envie de foutre une claque, en fait. Tu sais, dans des Oui, situations désespérées. Meuf, clairement. réveille-toi. Clairement, tu lui fous plus d'une baffe. Mais Pour bon, la réveiller un peu, tu sais. dans les quatre persos principaux, c'est les personnages que au final j'ai moins accroché au final à Marie. Sont un peu Ouais. oubliés. En fait, t'as des personnages avec des caractères assez forts et qui sont là pour une raison. Tu sais, enfin, bon, Zayn, on l'aime, tout simplement. Mais Inan et Zélie, tu sais un peu vers quoi ils se tournent. Et ils ont des caractères assez forts. Et à côté de ça, on a Amari qui est toujours perdu, qui est toujours en train de pleurer, qui est toujours en train de se plaindre, qui se cherche, etc. Et que j'aime mon frère, et que je veux faire honneur à mon père, et que je veux sauver ci, et que je veux sauver... Oh, Mais, tais-toi. mais c'est étonnant, en fait, pour un personnage qui n'a jamais été chouchouté et qui a été quand même mis de côté dans sa famille, qui manque d'amour et tout ça. Est-ce que tu ne vas pas chercher cet amour-là d'une autre manière? Est-ce que tu n'essaies pas de compenser un certain manque? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle a surtout été détruite par ce manque d'amour de la part de sa famille. D'accord. Mais à côté de ça, en fait, juste elle se cherche. Donc, elle est juste perdue dans les bois, tel le petit chaperon rouge.
Et puis c'est tout. Et c'est ça pendant 500 pages, et elle essaie de se trouver. Pourtant, manque d'amour, j'ai trouvé que la relation avec son frère, par rapport à la relation entre Amari et son frère, c'était la relation la plus saine niveau fratrie. Zélie et Zélie et Zane. Céline. Parce que tu sens qu'il y a vraiment un lien entre les deux, qui se côtoient régulièrement, qui savent qui est l'autre, ils savent comment réagir, ils savent ce qui les énerve et pourquoi ils s'énervent contre eux. Enfin, tu vois le lien entre les deux. Que Amari, tu sais qu'elle a un frère, elle sait qu'elle a un frère, mais elle sait pas qui c'est. Ça va me permettre d'enchaîner sur l'une de tes questions, Diane, pardon, je suis perdue. Ça va me permettre d'enchaîner sur une de tes questions par rapport à l'univers et au fait qu'on marquette beaucoup sur le côté afro-fantasy, etc. Exactement. Et pour moi, l'un des points forts en fait de l'univers, c'est le fait qu'on se concentre beaucoup sur le côté, sur les relations fraternelles et le côté familial en fait, l'importance des relations familiales. Parce que dans toutes les cultures un peu afro, c'est vrai que la famille a une place assez importante. Et je trouve que dans ce roman, on questionne beaucoup les relations. Donc que ce soit entre frères et sœurs ou le sentiment de loyauté envers ses parents et le fait de vouloir les rendre fiers, etc. Et je vais utiliser un mot super compliqué d'après moi, la dichotomie qu'on peut avoir. La dichotomie qu'on peut avoir entre faire ce que l'on aime, ce qu'on pense qui est bon, et faire ce que les parents attendent de nous. Ah oui, c'est vrai qu'en général, ouais, je suis d'accord par rapport à ça. On est un peu centré sur la famille dans le contexte afro en général. Mais tu sais, à part le fait que ce soit quand même, enfin, c'est de la fantaisie afro, à part le fait qu'il y ait le côté familial dans l'afro, quand on parle de fantaisie, il y a aussi un univers, il y a un monde derrière. Du coup, moi, je me posais la question par rapport à l'immersion en soi. Est-ce qu'on avait l'impression, en fait, parce que apparemment ils ont quitté la ville où ils étaient et ils ont commencé à se balader pour aller faire une quête quelconque. Enfin, je sais pas c'est quoi la quête. Mais bon, soit disons qu'ils ont visité plusieurs villes et tout ça. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'au cours de leur voyage, que, enfin, le paysage, les endroits par lesquels ils passaient ou toutes les personnes qu'ils rencontraient, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait ce côté Afrique avec, vous savez, la végétation avec, comment dire, la météo avec, enfin, tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous rappeler l'Afrique en général. C'est ça que je me pose comme question, parce qu'on l'a vraiment vendu comme de l'afro-fantasy. Et moi, je me dis, tu me dis afro-fantasy, moi, je sais à peu près reconnaître la plupart des auteurs africains. Enfin, quand un roman est écrit par un auteur africain, j'arrive à reconnaître le style assez rapidement. J'arrive à retrouver dans le décor, tu sais, un semblant d'Afrique, même si c'est un peu dilué parfois. Mais je me demandais si on avait quand même une impression ou un fond d'Afrique dans cette carte postale que propose le roman en question. Franchement, pas Catherine, trop. je sais que tu as envie de... Je confirme que là, j'ai beaucoup de choses à dire, vu que pour moi, c'est le gros point noir du bouquin. C'est que je n'ai pas réussi à imaginer l'Afrique. Et au contraire, notamment dans le premier chapitre d'Amari, quand on décrit un petit peu sa vie de château et tout, je n'ai réussi à imaginer que le Moyen-Âge européen. Ah, c'est plutôt problématique. Je suis assez d'accord. C'est, en fait, tu changes quelques détails et tu es en Asie, quoi. Par exemple. Je dis ça au hasard, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être, comme tu disais, en Europe. Mais vraiment, la fantaisie africaine, on l'a pas trop. Moi, je l'ai pas ressenti en tout cas. Du coup, moi, c'est dans mes notes, justement, j'ai mis tout le contraire, en fait. J'ai mis que, effectivement, même si les descriptions étaient pas tip-top, ça c'est vrai, il y a très peu de descriptions dans le roman, je trouve que j'ai quand même été immergée sur le continent, parce qu'on parlait de la diversité, en fait, des paysages, que ce soit le désert, que ce soit... comme une jungle, ce genre de choses, tu vois, il y a des moments où c'était très plat, des moments où ils étaient en montagne, enfin, donc ouais, moi par contre j'ai beaucoup été immergée, et si on ajoute à ça le fait qu'on parle de Lagos, donc la capitale du Nigeria, si je dis pas de bêtises, qu'il y ait également... Ouais, c'est ça, hein, c'est Lagos. Oui, c'est Lagos. Okay. Lagos. Ouais, écoute, excusez-moi. C'est comme je t'ai dit, moi je fais les accents comme ça m'arrange.
Excuse-moi. Ah, y a pas de souci, tu me fais rire. Donc il y a ça, le fait qu'il y ait des références à la mythologie africaine et notamment nigériane. Par D'accord. exemple, à un moment, il parle de j'ai mis dans mes notes la, la reine, c'est Orisha, c'est le village dans lequel ils grandissent ou C'est le le nom pays du dans lequel ils continent. grandissent, le nom du continent. Bah ça, du coup, ça fait référence à la mythologie Oui, nigériane, par c'est une exemple, tu vois. déesse Orisha normalement. C'est ça, c'est une déesse et il y a des mots qui viennent du Yoruba, donc c'est l'une des langues à parler au Au Nigeria aussi. Nigeria, oui. Donc en fait, je me dis le tout, en fait, moi, ça m'a vraiment immergée, en fait. Après, Mais pour avoir peut-être que les références, ouais, mais d'un côté, je me dis, vu que les filles, tu vois, elles ont pas eu cette même impression, c'est que ça doit être trop léger. moi, connais très peu enfin, la culture et la mythologie africaine. Donc, en fait, Mm. je m'y retrouvais pas. Et pour avoir lu, par exemple, des fantaisies orientales, franchement, pour certaines, tu avais vraiment l'impression d'être en Orient. Les descriptions étaient tellement bien faites et bien détaillées que tu voyais les costumes des gens, tu voyais à quoi ressemblaient les personnes limite dans ta tête, tu vois. Les décors, Mhm. tu pouvais les imaginer. Et en fait, ça manque, je trouve, vraiment dans ce roman. C'est ce que disait tout à l'heure Catherine, il n'y a vraiment pas assez de descriptions. Et en fait, ces descriptions, elles, elles permettent, enfin, ce manque de description, ça permet pas vraiment de s'imaginer le décor et les personnages qu'on a en face, etc. En Ouais. fait, plus qu'un manque de description, c'est quasi aucune description. Ouais, c'est ça. Puisque même dans le résumé, juste derrière la 4e de couverture, on parle d'un léopardaire blanc. En effet, c'est le symbole du roi, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est un léopardaire. Zélie a d'ailleurs un Elle a un lionnaire lionnaire, non? qui l'accompagne tout le long du bouquin. Et pas une seule fois, je n'ai compris à quoi ça ressemblait. Bah écoute, moi je pense que c'est un lion qui est très grand. Voilà. Bah, j'avais compris ça aussi après plusieurs pages, Mais sauf peut-être que que c'est un en lion même qui temps, vole, non? au tout début du livre, le lionnaire est décrit comme faisant la taille de Tsane quand il est sur 2 pattes. Et puis, 10 pages plus loin, ils sont capables, Tsane et Zélie, de monter la bête. Ça n'a aucun Du sens. coup, je n'ai pas tout à fait compris ce que Ouais. c'était exactement. Mais après, on n'a pas beaucoup de caractéristiques, hein, je te rejoins. On sait que c'est un lionnaire, donc voilà, on part sur un grand lion. Mais après, on ne sait pas quelles sont ses caractéristiques particulières. Est-ce qu'il a des super pouvoirs? On ne sait pas. On sait qu'il court vite. On sait qu'il court vite, ça, on nous le dit plusieurs fois. On nous dit Oui. beaucoup qu'il court vite. Mais après, j'ai envie de te dire, les lions et les léopards dans la vie, dans notre monde, ils courent également vite. Donc bon, Ouais, c'est ça. Si on sait qu'il y a des cornes par-ci par-là. ouais. Alors, je crois que le lionnaire a des cornes et que le léopardaire est bourré de piquant. Je sais pas comment Ah, Inan fait pour le monter, du coup, mais en tout cas, il le monte. j'avoue. J'avoue, c'est une bonne question. Il est fort. On demandera à Inan dans le thème numéro 2. Voilà, moi, ça a été mon gros problème pour de la fantaisie. Ça manquait de description. Je n'ai pas réussi à m'imaginer l'endroit, à m'imaginer les personnages autrement que par leur couleur de peau. Parce que ça, pour le coup, c'était très bien décrit. Ouais. Mais par contre, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Si, les cheveux de Zélie sont plutôt bien décrits aussi. Ouais, seule chose, mais ils ont beaucoup de texture, hein, parce que moi aussi j'ai des cheveux crépus, mais il n'y a pas autant de texture. Hein. Je voudrais bien qu'elles en fassent un peu plus. Tantôt ça fait un afro, tantôt ils sont bouclés, tantôt ils sont super lisses. Attends, elle Je suis a en mode, affaire à boucler avec elle ou quoi? Mais je te jure, alors que la meuf elle est dans la forêt, dans la jungle, dans le désert et tout, et ses cheveux ils sont suppose on qu'elle flic. elle a pris Faut le qu'elle dernier nous Dyson, je crois. Mais c'est encore mieux parce qu'elle commence avec les cheveux lisses et à la fin, elle a les cheveux crépus qui partent Mais avec oui. beaucoup de texture, absolument sublime. Tu te demandes Alors que comment la elle meuf fait. elle a passé 3 jours dans une cave avant, mais bon. Ouais. Sans oublier le temps passé dans la forêt. C'est ça. La meuf, elle a pas pu se laver, mais par contre, ses cheveux, ils sont là. Hein. Ça, on n'y touche pas. On prend le shampoing pour le voyage. Du coup, les filles, est-ce que je pourrais avoir votre avis général sur le livre? Blandine, est-ce que tu veux commencer? Ouais. Moi, j'ai trouvé que, enfin, globalement, j'ai bien aimé. J'ai pas détesté. Mhm. Enfin, ça se lit super facilement. Il y a rien à dire. L'écriture, elle est très simple d'un côté, mais du coup, ça se lit super vite.
Après, moi, j'ai trouvé que l'univers était pas assez exploité. Et c'est vraiment dommage Ouais. parce que franchement, bah, comme vous disiez, on nous promet une super fantaisie africaine. Et ben moi, je n'ai pas retrouvé assez d'Afrique pour une fantaisie, comme disait Catherine, effectivement. Des fois, j'ai trouvé que le langage était un peu cru. Et du coup, c'est vraiment en décalage avec l'écriture qui est limite une écriture. Enfin, pour moi, c'est limite un livre d'ado, en fait. Et la romance m'a un peu gênée aussi. Enfin, les romances, franchement, je savais pas ce que ça venait faire là, en fait. Franchement, la romance de Zélie et de, je ne dirai pas son nom, why? Elle sort de nulle part. Pour moi, c'est une déception, le bouquin, parce que déjà, après plusieurs jours, je l'ai quasiment oublié. Heureusement que j'avais noté quelque chose et qu'on en parle. Et ouais, cette absence de description, je peux pas. Ouais. J'aime trop savoir en fait où je suis. J'aime trop voir les choses. Et là, je n'ai rien vu. J'avais l'impression d'être dans le brouillard. Et ça m'a pas plu. Je comprends. Ben, du coup, je vais essayer de mettre un peu de paillettes dans tout ça. Alors, de mon côté, moi, en fait, j'ai des réserves. Parce que je pense que lorsqu'on n'a pas l'habitude de lire de la fantasy, ben, du coup, comme moi, on peut apprécier l'intrigue. Parce que je sens que l'autrice, elle a travaillé son univers, même si elle se concentre pas trop dessus, donc c'est un peu perturbant. Mais on est plus focus, du coup, sur l'action que sur la description. Et quand on n'a pas l'habitude de lire de la fantasy, ben, ça ne nous laisse pas le temps de nous ennuyer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais après, globalement, moi, je me suis pas ennuyée, hein, enfin, dans le livre. Ouais, voilà. Et même en ayant l'habitude de lire de la fantasy, je me suis pas ennuyée. Après, la trame, elle reste assez classique. Oui, la trame est classique, c'est une quête en fait, Ouais, c'est c'est ça. une aventure, ils ont un objectif et il faut l'accomplir. Exactement. Mais pour ça, de ce côté-là, pour moi, ça c'est un gros plus, tu vois, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les pages se tournent, c'est long, mais bon, ça se lit quand même assez vite. Et après, j'ai également l'impression que généralement, quand on lit de la fantasy, et ben, ce qu'on attend, c'est la description de l'environnement, la description des paysages, qui est vraiment un gros world building, ce qu'il n'y a pas dans De sang et d'orage. Donc je pense que si on a l'habitude de lire de la fantasy, il faut pas lire De sang et d'orage. Tu vois. Exactement. Mais Je te rejoins. Mais c'est tu me dommage, rejoins, ouais, voilà. parce que si vous me dites qu'elle a quand même des caractères qui ont une évolution pas mal, à part sur la partie un peu romance et tout ça, et que le monde en lui-même, il a du potentiel, mais qui n'a pas été exploité, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage. Après, je sais pas si ça sera exploité dans le tome 2, mais... Non mais sérieux, cette histoire de saga où le tome 1, il s'est juste pardon. introduit et n'importe quoi, non mais il faudrait avoir un Il faut très bon... arrêter ça. Exactement. Il faut arrêter ça. Mais après, De sang et de rage, il te donne de l'action dans le tome 1. Il y a de l'action. Ils font pas ça dans tous les livres. Il Dans faudra celui-ci, il y a de l'action. Et le livre se suffit à lui-même. Ce Le qui est livre se déjà suffit pas à mal. Oui, ça fait quand même 2 bons points. Ouais, C'est bien. j'avoue. Et je vais en rajouter un 3e. Oh là là. T'en as Oh trouvé là là quand là même, là. hein. J'en ai trouvé. Le 3e bon point, c'est que quand même, ça m'a fait rire. Parce que dans 200 et de rage, c'est quand même le parfait exemple pour nous montrer qu'il ne faut pas laisser les ados sauver le monde. Il faut pas... Parce que dans ce roman, les ados prennent que des mauvaises décisions. Leurs décisions n'ont aucun sens. Ils réfléchissent pas avec leur cerveau. Ils réfléchissent encore moins avec leur cœur. Enfin, vraiment, ni l'un ni l'autre. La seule chose avec laquelle ils réfléchissent, ce sont leurs hormones. Donc, clairement, leurs décisions ne peuvent qu'être mauvaises. Parce qu'ils n'ont qu'un seul truc en tête, c'est coucher les uns avec les autres. Maintenant, on va écouter l'avis des autres. Avant, on lisait l'avis des autres. Maintenant, on écoute l'avis des autres. Comme ça, tout le monde peut participer. C'est cool. Donc, on va écouter plusieurs avis. Des avis positifs et des avis négatifs. Comme ça, Jeanne, tu pourras te faire une idée. Ça marche. Merci. Salut, j'ai lu De sang et de rage il y a à peu près une dizaine de jours et c'est vraiment un premier tome que j'ai beaucoup apprécié et dans lequel je me suis très vite plongée puisqu'on y retrouve tout d'abord un univers qui est très riche avec de nombreux personnages. Il y a beaucoup de conviction pour ces personnages avec des problématiques abordées qui sont très fortes et même parfois d'actualité, enfin même très souvent. On parle beaucoup de l'acceptation de soi mais également de l'autre et beaucoup de diversité aussi. Et au fur et à mesure des chapitres et de la lecture, on va suivre plusieurs points de vue de différents personnages, ce qui rend la lecture très dynamique, très rythmée et surtout très fluide.
Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre, puisqu'on est vraiment actif, on a l'impression d'être avec les personnages, et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Hello, c'est Laurie. J'ai lu 200 et de rage il y a déjà plus d'un an, donc j'ai eu le temps de pas mal digérer l'histoire. Et je tiens à préciser que quand je l'ai lu, c'était l'une de mes premières fantaisies, et même je dirais afro-fantasy que je lisais. De l'œil d'une newbie, d'une personne qui n'a pas l'habitude, j'ai été plutôt satisfaite de l'histoire. Mais avec le temps, je me rends compte qu'il y avait pas mal de lacunes. À commencer avec un world building très faible où j'ai eu beaucoup de mal à m'imaginer les choses. Et puis aussi, il faut dire que Zélié était une personnage principale très chiante, très peu mature, à contrario de Amari qui pour moi était peut-être un peu trop mature concernant sa place de princesse, qui certes a eu des moments durs, mais reste une princesse après tout. Et dernier point que j'ai pas trop aimé, c'est qu'on n'entend pas assez la voix de Zayn, de mémoire en tout cas, j'avais l'impression que je voulais en savoir plus sur lui. Mais overall, je pense que c'est une très bonne histoire pour quelqu'un qui commence avec la fantasy. Voilà. Coucou, donc mon avis sur Children of Blood and Bone de Tomie Adeyemi, donc de sang et de rage en français. J'ai beaucoup aimé ce livre, je me rappelle l'avoir lu l'année dernière et que c'est ce livre qui m'a fait découvrir l'afrofuturisme. J'ai bien aimé que l'histoire tourne autour de la spiritualité nigérienne et yoruba. Bien sûr, le personnage de Zélie m'a totalement conquise. C'est un personnage très passionné et courageuse. Bien sûr, il y a des parties que j'ai pas aimées. Bon, c'est dû au fait que c'est un young adulte et qui sont amenés à faire parfois beaucoup d'erreurs stupides. Et qu'il y a aussi des situations dans lesquelles les personnages se mettent qui sont désastreuses et ça me donnait envie de crier en lisant. Mais sinon, en gros, j'avais beaucoup aimé l'histoire. Le récit était bien ficelé, entraînant et on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer en le lisant. Aussi, les événements se succèdent sans qu'on se perde dans le fil de l'histoire. Donc, voilà, en gros, j'ai aimé, je le conseille encore aujourd'hui et je vous le conseille si vous m'écoutez aussi. De sang et de rage est le premier tome de la saga Legacy of Orisha que j'ai découvert grâce à une amie il y a un peu plus d'un an. Donc moi, dès que j'ai entendu univers de la magie, le fait que l'histoire se déroulait en Afrique, ça m'a tout de suite donné envie de découvrir la saga. Donc je n'ai pas du tout été déçue par le premier tome. L'histoire n'est pas révolutionnaire en elle-même. Par contre, c'est très addictif. Enfin, la manière dont c'est raconté, les personnages qui sont super attachants. Enfin, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, c'est un roman et une saga que je conseille à tout le monde. Le deuxième tome, il est sorti il y a quelques mois déjà. C'est d'ombre et de vengeance. Les deux tomes sont disponibles donc dans les rayons Young Adult en librairie. Et vraiment, n'hésitez pas à découvrir cette saga. Je trouve qu'elle est pas assez, qu'on n'en parle pas assez en France. C'est une saga qui devrait vraiment être plus connue que ça, à mon sens. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas. Donc, avant de terminer cet épisode, les filles, est-ce que vous auriez une recommandation à faire avec soit de l'afro-fantasy, soit avec des conflits familiaux, ou soit avec une famille royale? Moi, j'avais pensé à Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Ça parle de quoi? Chez Pocket Jeunesse. Donc, du coup, c'est un livre de ado, jeunesse, tout ça. En fait, ça parle de Henri Montag, qui est héritier d'une riche famille. Et en fait, il est un peu volage, accro à la boisson, au jeu, etc. Et du coup, il est... T'es sûr que c'est un livre pour enfants? Hein? T'es sûr que c'est un livre pour enfants? Alors, je dirais pas que c'est enfant, mais pour moi, c'est de la lecture ado, parce que l'écriture est assez simple. Mais c'est plutôt de la lecture ado, on va dire. Ok, parce que bon, un alcoolique pour les enfants. Exactement, ouais, ça ne fait pas trop. Il y a marqué à partir de 15 ans sur le livre, mais c'est édité chez Pocket Jeunesse. Ok. Pour vous donner une idée. Donc en gros, son père va l'envoyer, suite à leurs différents conflits, va l'envoyer en voyage en Europe. Il va faire un tour et il va partir avec son meilleur ami Percy. Du coup, et il va leur arriver plein d'aventures. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que ça parle de sujets comme le racisme au XVIIIe siècle, l'homosexualité aussi à cette époque. Et il y a tout un petit, à la fin, il y a tout un petit, un petit dossier
on va dire ça comme ça, Ouais. qui résume un petit peu ces sujets et pourquoi l'autrice les a choisis, comment elle les traite et comment vraiment ça se passait à l'époque. Et franchement, c'était un livre super intéressant, ça se lit tout seul et je vous le conseille. Voilà. Il fait pas 500 Tu le pages, vends j'espère. Attends, je l'ai à côté de moi, je vais te dire. Il fait 500 pages, à peine. Mais pareil, À c'est écrit peine. très gros. 498. En gros, ça doit être à peu près ça. Mais ça se lit tout seul, 500 pages. 492 pages. Voilà. Non, mais je vous avoue que je suis plus familière des romans de 300 pages parce que je me dis qu'en 300 pages, si t'es bon, tu peux résumer quand même l'histoire en 300 pages et ça passe. Tu vois. Il faut lire Moitié Tuba sorcière. Ouais, Qui est j'avoue. de Ah 150 oui. pages. 280. Ah non, mais j'ai kiffé. Elle était vraiment. Comme on dit. Voilà. Elle Bon, va je droit vais faire ma vraie reco par contre. C'était pas. Je le recommande tout le temps, Moitié Tuba sorcière, mais c'était pas ça ma reco pour aujourd'hui. Catherine, t'as toujours pas de reco du coup? Alors si, j'en ai trouvé une, du coup, en me basant sur Royauté, parce qu'à la Ouais. base, je voulais trouver plutôt dans l'afrofiction, mais je n'avais rien niveau fantasy vraiment à conseiller. Mhm. Heureusement, tu m'as rappelé le mot royauté, et là, j'ai Ah ah. pensé à Reine de cendre d'Erika Johansen. Je crois que quelqu'un l'a déjà recommandé sur Dispoils. Ça me dit un Peut-être. truc. Mais vas-y, redis. Je C'est suis parce que curieuse du c'est coup un de livre savoir. tellement bien. Ouais, mais ça montre que c'est un livre de qualité, vas-y. Alors, dans Reine de cendre, on va suivre la nouvelle reine qui sort tout juste de l'adolescence et va se retrouver propulsée au rang de reine, alors que jusque-là, elle avait été élevée façon paysanne, un petit peu comme dans Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur. Mhm. D'un coup, elle se retrouve au pouvoir, il va falloir qu'elle gère avec tout ce qui est conflit politique, les guerres potentielles qui pourraient arriver avec le pays d'à côté, où la reine n'a vraiment pas l'air très très sympa. Et en même temps, comme elle est toute nouvelle, elle est toute jeune, elle doit réussir à s'imposer. C'est assez impressionnant de la voir évoluer, parce qu'en 3 livres, pour le moment j'ai lu que les 2 premiers, mais tu la vois vraiment changer, grandir et s'affirmer. Ça Ok, me rappelle donc la c'est vraiment série l'évolution Règne. d'un personnage. Ouais. C'est la trilogie du Tierling, non? C'est ça. Il paraît qu'ils sont très très bien. Je les ai pas lus, mais Je Et confirme tu qu'ils sont recommandes. très très bien. ils sont dans Il ma me liste. reste juste le 3e à lire et il m'attend dans ma pile à lire. Mhm. Moi, je veux que tu lises le 3e et après, si c'est pas une déception, je lirai. Moi aussi, il faut que tu lises tout et que tu me dises si c'est bon ou pas. Un Voilà. crash test. Mais par contre, Diane, il va falloir t'habituer au roman de 500 pages, Ah là. parce que là, j'ai le tome 1 dans les mains. C'est la version poche et il fait 599 pages, Donc ça fait à peu Oh. près 9h30. à peu près. Mais figure-toi Ah, que c'était pour un cool. roman de fantasy, C'est c'est la base. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est à cause C'est un de petit ça. peu un minimum. J'ai Mais je pense que c'est l'impression. pour ça qu'on lit pas de fantasy, Diane, en fait. Exactement, je crois aussi. Je sais pourquoi je lis pas de fantasy, c'est à cause de ça. Parce qu'ils sont. En fait, c'est de gros pavés à chaque fois, donc j'ai la Et en flemme. plus, c'est des sagas. C'est N'achète trop. pas Crescent City de Sarah Ouais. Thomas. Il fait 950 pages, je crois, en français. Voilà. Non, mais Donc vous c'est un n'avez non. jamais lu du Brandon Sanderson, Ouais, pareil. et En fait, notamment c'est Fils pas- des brumes, qui est le meilleur livre de tous les temps, la meilleure saga où tous les livres, quasi en français, frôlent les 1000 pages. Ah, Oh non, c'est trop. Non, Non, ouais, mais c'est la un peu trilogie est trop. magnifique. Non, Chaque mais je vais. Il y a livre. pas un film. Je regarde Non, pas non, le non. film. Ouais, j'avoue Non, que non, ça, il va ça falloir passerait. lire les livres. Ils Ça sont Aïe, tellement passerait bien. trop le film, effectivement. grave. Bon, allez les filles, parce que là, on s'écarte un peu. Ouais, Je j'avoue. vous donne Marocco. Alors du coup, moi, Marocco, c'est de l'afro-fantasy. C'est Les filles de la chance de Charlotte Nicole Davis. Donc dans Les filles de la chance, on suit 5 filles qui ont été vendues par leur famille à des maisons de bienvenue. Donc on reste sur des thèmes très joyeux. Et pour faire court, dans les maisons de bienvenue, les plus jeunes sont des femmes à tout faire. Et les plus de 16 ans sont des prostituées. Je pense que, bon, vous l'aurez un petit peu compris, mais bon, je vais quand même le dire, on ne sait jamais. Mais les filles n'ont aucun droit et elles ne sont pas du tout respectées par les personnes qui tiennent les lieux. Donc,
quand l'une d'entre elles va tuer par accident un client, ça va être un peu beaucoup la cata. Et le groupe de filles va décider de fuir pour tenter d'échapper à une mort certaine. Et voilà, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler. Voilà, c'est les filles de la chance. En tout cas, ça donne envie. Oui, si vous voulez voir des filles fuir la misère, mais des filles qui s'entraident, etc., c'est vraiment le bon livre. D'accord. Et en Mais c'est vrai plus, la que c'est rare couverture est en fait. sublime. Tu sais, des Et la histoires. couverture est sublime. La couverture est sublime. Mais c'est bien ces histoires où les meufs, tu sais, t'as un esprit de De meuf. solidarité, etc. Exactement, sororité pour une fois. Parce que moi, j'adore C'est ça. les bromances. Je sais pas si vous connaissez ce terme. Ouais. Oui. J'adore parce que je trouve que c'est trop cute, c'est trop waouh. Mais oui, et ça fait trop du bien. Et c'est la première fois que je tombe sur un livre où les filles se tirent pas dans les pattes et J'avoue. qu'elles s'entraident, etc. Généralement, mais plus en avant la jalousie C'est clair. et l'égoïsme et tout. Et là, bah en fait, c'est des filles qui apprennent à se connaître, qui apprennent à s'entraider, qui apprennent à avoir confiance en elles. Et même si le sujet est super dur, parce qu'on parle quand même de prostitution, etc., surtout sur des enfants, bah c'est pas joyeux quand même comme background, Mhm. mais ça apporte quand même une certaine lueur d'espoir, comme quoi on n'est pas obligé de rester dans un certain carcan et surtout tout le temps se tirer dans les pattes. Donc ça m'a fait du bien, mine de rien. Ça doit faire du bien, ça. Ça donne envie. Ouais, Ça donne bah envie, ouais. effectivement. Les filles de la chance, je vous ai dit. Ouais, on a retenu, t'inquiète. Donc, ben voilà. Les filles, on a terminé notre épisode sur 200 et Mais de j'ai rage. une reco, t'as oublié. T'as une reco, J'ai Ciel. Bah attends, t'as même pas lu le livre. J'ai pas lu le livre, mais j'ai une reco. Vas-y. Non, mais sérieux, quand on parle de royauté africaine et tout ça, j'ai un livre, je trouve juste magnifique en fait. Du coup, il fallait que j'en parle. C'est La mort du roi de Sangor de Laurent Godet. Je sais pas si vous connaissez. Non. Non. Du tout. Du coup, Laurent Godet, moi j'aime bien ce qu'il écrit. J'adore tous ses romans la plupart du temps. Et La mort du roi de Sangor, justement, ça se passe en Afrique ancestrale. Tu sais, on est dans une région où t'as encore le système de royauté qui existe. T'as un roi qui doit marier sa fille chérie. Et le jour, en fait, la veille du mariage, enfin, le fiancé est censé donner la dot, mais il y a un autre prétendant qui vient pour dire qu'il veut épouser la même fille. Et que si on lui donne pas cette fille-là en mariage, ce sera la guerre. Du coup. Tintin. Ouais, mais. Ah, sérieux? Je savais pas qu'elle racontait aussi bien. Non, mais oh, elle a fait du bruitage. Non, mais tout ça pour dire que finalement, tu sais, c'est un royaume qui était en paix, ils vivaient des jours heureux, et à cause de ça, en fait, il y a une guerre qui les attend, et le roi doit choisir, en fait, de céder, de donner sa fille à ce nouveau prétendant-là, et il s'attirait, en fait, la guerre avec la famille du fiancé, qui est aussi une royauté puissante, où refuser le nouveau prétendant et créer aussi une guerre avec son royaume à lui. Donc c'est un peu, en fait, il n'a pas vraiment le choix, le pauvre. Et finalement, il va finir par mourir parce qu'il pensait trop à ça. Il est pris de surmenage, il meurt dans la nuit. Non, mais pourquoi vous riez? Je m'attendais tellement pas à ça. Non, mais sérieux. Mais tout ça pour dire que finalement, en fait, les enfants qui comptaient trop sur leur papa, qui était le roi, tu sais, c'était le sage par excellence, c'était la personne respectée, celui qui prenait toutes les décisions, en fait, ils vont se retrouver démunis et ils vont devoir gérer cette crise-là, en fait. Et mais ça a l'air bien. Et c'est tout ça qu'on te raconte parce que tu as les princes et tu as la princesse qui, elle est tiraillée entre la personne qu'elle aime et celui avec qui elle est censée se marier pour son devoir. Et puis, tu as plein d'histoires qui... Voilà. Tu as vraiment toute cette ambiance-là avec la guerre qui est imminente, avec les personnages qui savent pas quoi faire avec le papa qui vient de mourir. Et derrière, tu as aussi les manigances au niveau de la cour et tout ça. Et j'ai trouvé ça juste... Ouais. En gros, c'est une intrigue politique, quoi. Politique, et il y a aussi un peu de parcours initiatique parce que le père, avant de mourir, en fait, c'est comme s'il avait une vision, je crois, de mémoire, et il avait dit au petit dernier que s'il mourait, en fait, il fallait qu'il ramène son corps quelque part. Donc, le petit dernier des princes, il va pas participer à cette lutte de pouvoir-là, pouvoir qui monte sur le trône. Lui, il va prendre la décision d'aller enterrer son papa là où il voulait que ce soit fait. Et lui va quitter le royaume.
Et on va suivre aussi comment il avance dans la vie parce que c'est un voyage qui va durer des années. Enfin, je trouve que c'est juste génial l'ambiance générale parce que tu as beaucoup de pans. Enfin, tu as plusieurs problématiques qui sont mises en avant et tu as plusieurs personnages qui prennent des décisions ou qui ont des parcours qui sont hyper enrichissants. Moi, j'ai kiffé. Et en plus, ça fait combien de pages? Attendez que je vous le dise, les filles. 204 pages. 204 pages, les filles. Ça Donc, se Et lit. c'est pas beaucoup alors c'est un que, one shot ou c'est J'ai lu dans un... la C'est journée, un quoi. one shot. C'est un one shot, je vous assure, en fait. Ça se lit en même pas 3 heures. Pourtant, comme tu le racontes, on dirait qu'il y a tellement d'histoires à l'intérieur Ouais. que Ouais. on s'attend à ce que ça fasse beaucoup, beaucoup plus de pages en fait. Moi, je Je voyais pensais que c'était 600 une pages. saga. Hein. Mais non, c'est alors que ça que je vous dis que parfois, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens prêtent 600 pages pour raconter des histoires comme ça. Parce que je suis habituée à ceux qui arrivent à synthétiser en 300 pages. Du coup, c'est à cause de ça Ouais. que parfois je suis un peu perdue avec les gros romans de 500, 600 pages parce que je me dis, bon, est-ce qu'il n'y avait pas moyen en fait D'enlever quelques passages. ouais, Ouais. de sauter Moi, je des pense que passages, oui, hein, la plupart du temps, oui. tu vois. Ça dépend. Franchement, ça dépend des romans. Il y a certains romans de fantasy où vraiment ils font 600 pages, mais moi, j'en enlèverais même pas une seule page, quoi. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Moi, ouais, non, il faut qu'il me passe, je referai une relecture. J'enlèverai des pages. Ouais, Surtout pas. Bon, les filles, est-ce que quelqu'un a une autre reco surprise? Non, je crois qu'on a Non. fini. Ah, je crois que là, c'est On a- bon. C'est bon, on a fait le tour. Jeanne a matché avec sa reco surprise. En mode, what? J'étais pas prête. c'est vrai que j'ai pas lu, mais bon, hein, j'ai quelques Non, romans mais qui sont pas mal. c'est vrai, t'avais des romans en stock, Bah, du coup, les filles, je vous remercie d'avoir participé à notre petit débrief sur 200 et d'orage. C'était C'était un sympathique. plaisir aussi de Oui, participer. c'était un plaisir, ouais. Ouais, On a bien j'avoue, rigolé. On a bien rigolé. Honnêtement, waouh. Et du coup, à vous, amis auditeurs, si l'épisode vous a plu, partagez l'épisode autour de vous. Laissez-nous des avis plus que positifs. Et on se retrouve sur notre page Instagram despoils.podcast pour continuer la discussion autour de sang et de rage. Le mois prochain, on débriefera la 9e maison de Leigh Bardugo. Je sais vraiment pas si ça se prononce comme ça. Et parce que bref, EI, et en anglais et en français, ça fait pas le même son. Bref, ce que je disais, c'est que le mois prochain, on va débriefer la 9e maison de Leigh Bardugo. Et si vous voulez participer à la lecture commune, on se retrouve sur le Discord d'eSpoils Club. Et je mettrai le lien en description. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cartes sucrées. Tchuss! Ciao. Bye.